Donc, François Bénézit, qui est infectiologue dans le service de maladies infectieuses du CHU de Rennes aussi, qui est donc notre monsieur PrEP. Merci Cédric. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous. Et on a un programme assez chargé puisque le printemps, il y a une floraison en particulier, alors pas de syphilis, enfin même s'il y en a plus. C'est ici pour passer, je vais passer comme ça, pour le réveiller. Hop, il y a une floraison de recommandations qui vient de tomber mi-mai avec, ils ont presque fini de tout publier. Il y avait eu une première série dans l'hiver, une deuxième série le mi-mai. Et il reste les conduites à tenir syndromiques qui vont sortir, nous a dit dans l'année. Elles sont en relecture. Du coup, là, je vous ai mis toutes les recos qui pourraient nous concerner aujourd'hui. Et en 15 minutes, si je fais tout, je vais mal faire. Donc, je vais axer sur différents points, mais je suis disponible en question. Sur la PrEP, les nouveautés dans les recos, c'est la réapparition des alates dans le bilan pré-thérapeutique et dans le suivi. Pour le reste, la PrEP au Truvada, pas de gros changements. Voilà, vous savez plein de choses déjà. N'oubliez pas de continuer la vaccination variole. Et je vous ai mis ici les derniers points épidémiologiques Mpox. Il nous reste des cas de Mpox en France endémiques avec la souche de 2022, même si on a eu un cas du nouveau clade de RDC à Rennes, et ça circule pas, hein, c'est pas lui qui circule. Et donc, il faut continuer de nous adresser vos usagers de PrEP qui rentrent dans l'indication de vaccination variole au CGIT, s'il vous plaît. On a les doses. Euh, pour l'HPV, je suis sur le bout, vous le savez déjà. Je vais y arriver. On est passé à 26 ans pour tout le monde. Et puis, j'espérais vous parler beaucoup du capot des gravières, mais je vais y arriver. Il n'est pas encore activement commercialisé malgré l'AMM pour un problème d'accord sur le prix. J'avais quand même prévu de vous en parler parce qu'il faut qu'on se mette d'accord entre la ville et l'hôpital sur comment on va faire à la sortie. Vous pouvez aussi en parler avec Vive, que je remercie d'être là aujourd'hui. Et donc, c'est quoi les différences? Bon, c'est pas la même classe d'antirétroviral, c'est une anti-intégrase, mais ça change pas grand-chose. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas du tout d'action hépatite B sur du traitement. Nous, on l'utilise déjà dans le VIH. Vous avez peut-être certains de vos patients qu'on suit sous injectable. Dans ce cas-là, c'est une bithérapie avec de la rilpivirine. Et le schéma d'injection, il y a un côté initial et un côté entretien. En fait, le premier intervalle est d'un mois et tous les autres intervalles sont de 2 mois entre les injections, le temps d'arriver à l'équilibre pharmacocinétique. On a le droit de faire un essai PEROS avant, un comprimé par jour, pour vérifier la tolérance de ce nouveau médicament. Tolérance qui est quand même excellente. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de toxicité rénale. La toxicité hépatique est théorique, mais on n'en voit pas en pratique. Euh, et donc, ça veut dire que ce sera la solution pour les patients insuffisants rénaux ou intolérants digestifs au Truvada. Et ça, je pense que vous pouvez en avoir. Euh, les anti-intégrases dans le VIH, on a toute une inquiétude sur les prises de poids sous traitement, mais là, les données sont plutôt rassurantes. Et puis, il y a un dernier point qu'il faudra relire le jour où ça sort, c'est les modalités de surveillance. En fait, c'est plus difficile de diagnostiquer le VIH sous cabotegravir, parce que comme ça marche très bien, et bah, oui, les charges virales sont basses et la séroconversion, du coup, elle est un peu retardée. Donc, c'est ce qu'on appelle le Lévy syndrome en infectiologie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faudra bien faire des sérologies, tout comme la PrEP. Et peut-être qu'on rajoutera des charges virales, à mon avis, tous les 6 mois, pour ne pas prendre trop de retard. Ce retard, il ne doit pas vous inquiéter, ça ne doit pas être un frein à la PrEP. C'est vraiment nos solutions de lutte épidémique. Parce que même si retard il y a, c'est pas un retard qui risque d'être à transmission pour d'autres personnes, parce que c'est justement des débuts d'infection larvée qui nous perturbent. C'est pas comme d'habitude, mais d'un point de vue santé publique, ça n'a pas d'importance, c'est uniquement individuel. Je vous fais pas trop les données d'efficacité. Bon, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça, ça marche super bien. Le Truvada, le cabotegravir et peut-être un jour son futur concurrent, le lenacapavir. Et que ce qui marche, c'est ce qui est dans le corps. Et donc le tenofovir, comme c'est oral, si on fait une étude avec un bras comparatif où il y a de l'inobservance, bah, ça s'appelle du placebo. Euh,
Quand on lit ça, on se dit, ah bah ça va être, je vais mettre tous mes patients sous capot des gravières, mais vous inquiétez pas. En fait, en pratique, aux États-Unis, ils l'utilisent depuis longtemps, c'est la petite courbe orange. Et vous voyez, dans le monde HSH, c'est 2,5% des usagers de PrEP aux États-Unis. Et alors moi, je m'étais dit en lisant, ah bah ça y est, on a enfin trouvé la PrEP de la femme 6. Et bah, c'est 4,6% en 2023 aux États-Unis à 2 ans de commercialisation. Donc en fait, c'est vraiment un choix du patient, c'est pas la panacée. Et vous serez là pour en discuter, je suis sûr que vous arriverez à le faire. Très bien. La MM, elle commence à dater, juin 2024. La fin des discussions de prix, c'est censé être décembre 2024, mais on ne sait toujours pas le prix. Si Monsieur Lemay veut bien me le dire, je suis preneur. Et du coup, la date de commercialisation réelle, aujourd'hui, je ne l'ai pas. Mais ce que je voulais vous dire quand même aujourd'hui, c'est que la première injection, elle restera hospitalière. Et j'en suis désolé pour vous, parce que je ne suis pas sûr que ce soit très opérant pour la PrEP. Je regrette que la PrEP initiale n'ait pas été tout de suite ouverte aux médecins généralistes. Je pense qu'on a fait une erreur et qu'on est en train de recommencer la même. C'est pas plus compliqué, on n'est pas plus intelligent. Et donc, ce que je vous propose, c'est de s'organiser déjà. Et donc, si vous pensez que vous avez un usager de PrEP qui aura besoin de capoter gravière, vous pouvez prendre un avion Omnidoc. Et moi, je tiens un fichier des patients que je vais appeler quand ça va être opérationnel pour avancer en ordre rangé. On validerait l'indication, on ferait déjà des ordonnances, par exemple pour le lead-in Peros, avec des convocations dès qu'on a la date de commercialisation. Sur la... ah, mais si j'appuie pas sur le bouton. Sur la PrEP en ville, je voulais juste vous dire que ça y est, vous êtes loin devant nous, hein, parce que les MedG, c'est 89% des prescripteurs de PrEP en France, dans un gros papier du Lancet. Et je vous remercie parce que tout seul, on n'y arriverait vraiment pas. Et le truc qui est un peu décevant, en tout cas de mon point de vue, c'est qu'en fait, on fait la même chose et on a les mêmes difficultés. Et du coup, on a exactement le même public cible qui finit sous PrEP. Et quand on regarde le renouvellement de PrEP, bon, il y en a qui doivent faire de l'intermittent, mais il y en a quand même 30% qui prennent une boîte, c'est des données SNDS, et qui ne vont plus du tout reprendre de boîte. Et donc, on a un problème de rétention dans la PrEP. Et ça, il va falloir que tous ensemble, on arrive à s'améliorer là-dessus. L'autre chose, quand on regarde l'épidémie du VIH, on a un peu réduit ce qu'on appelle l'épidémie cachée. On disait 30 000 personnes, on a calculé 11 000 personnes. Ça reste essentiellement HSH. HSH, c'est là où ça s'améliore. Mais ce que je voulais vous dire, c'est il y a quand même les femmes hétérosexuelles nées à l'étranger pour lesquelles on a un gros retard de mise sous PrEP. Et quand vous traitez des IST sur ce public-là, je pense qu'il faut être très proactif sur la PrEP, même si on ne l'aurait pas fait chez quelqu'un qui n'a pas de vulnérabilité. Parce que quand on regarde les diagnostics où on ne baisse pas, on n'est pas encore bon, c'est quand même sur ce public-là. Dernier point, dernière slide sur la PrEP. Les recos, je ne l'ai pas écrit, mais il faut savoir que ça y est, sur la gestion des oublis de PrEP, il y a les indications de traitement d'urgence en cas d'oubli de PrEP. OK? Et je voulais vous montrer, ça repose sur ce papier-là. Et ce papier-là montre, c'est cette colonne-là et cette colonne-là, qu'à 4 jours de Truvada par semaine, on a des taux similaires au site d'intérêt, hein, en intranucléaire et compagnie, à 7 jours par semaine. Et nous, c'est ce qu'on fait déjà dans le VIH, c'est ce qu'on appelle quatuor. On a des patients qu'on met en intermittent, où ils prennent leur trithérapie 4 jours par semaine, et on a des données de non-infériorité. Donc ça fait vraiment écho à notre prise en charge curative du VIH. Et du coup, si un patient en continu, donc homme, euh, on a le droit de ne pas mettre de TPE s'il a pris au moins 4 comprimés dans les 7 derniers jours avant un risque d'exposition. Si il y a un vagin, ce que soit une femme cis ou trans, il faut aussi comprimer dans les recos. Bon, ça, on peut le garder dans un coin de sa tête. Et je vous le dis parce que on a des problèmes il y a de plus en plus d'usagers de PrEP et des problèmes de tension d'approvisionnement du Truvada. Pour le moment, à Rennes et dans la région Bretagne, on a été plutôt épargnés, mais la NSM nous a fait une réunion pour nous dire qu'on pourrait avoir des difficultés. Ce qui est plutôt prévu, c'est de faire autre chose que ça, mais peut-être qu'on finira, s'il y a des gros soucis de tension, par faire un continu-discontinu, si on se suit. L'autre élément pour finir, c'est qu'on est en train d'avancer sur la PrEP intermittente chez les femmes, parce qu'on a vraiment besoin de mettre de la PrEP chez les femmes. Le schéma, ça risque d'être 2-1-1.
et encore un qui risque de gagner, mais il manque les études cliniques. Si vous pensez que vous avez une femme qui a besoin de PrEP intermittente, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui le recommander pour le faire en ville tout seul, mais moi je suis prêt à en discuter avec vous et à l'accompagner dans ce choix de prévention. Sur la doxypep, je vais aller très vite. Les recos sont assez étonnantes. Elles sont assez courtes à lire si ça vous intéresse, parce que la reco, ça dit qu'il ne faut pas faire et ça nous explique comment le faire. Voilà, donc ne faites pas d'aussi PEP. En pratique, il y a probablement un intérêt, mais ou ponctuel dans le temps, ou pour une population extrêmement cible, et c'est celle que je dois aller trouver sur le territoire et suivre en Cégide. Donc je vous propose d'imaginer que si vous pensez qu'il y a besoin de doxypep, que ce soit au moins discuté une fois avec nous. C'est hyper simple, vous connaissez la doxycycline, c'est le schéma qu'elle a, hein. C'est un schéma pour les patients, hein. C'est 200 mg dans les 24 heures qui suivent un rapport sexuel, au maximum dans les 72 heures. Pourquoi dans les 72 heures? Parce que ça marche et parce qu'on a le droit à 10 prises par mois maximum. Ça baisse de 80% chlamydia et syphilis, ça baisse un peu le gonocoque. OK. Sur la syphilis, bon, vous savez déjà plein de choses et ça n'a pas changé. Ce que je voulais vous dire, c'est que les recommandations ont enfin bien écrites qu'il faut mettre de la lidocaïne, au moins 0,5 ml à 1%, dans sa dilution de l'extensiline. Alors j'ai l'impression, j'ai cherché pour le topo, qu'il n'y a plus de pénurie de lidocaïne en ville. C'est fini? Allez-y. L'autre chose que je fais pas, je vais le retester avec les recos, on se remet en question, c'est de séparer les deux injections aux deux fesses. Ça fait un demi fois mal fois 2. Est-ce que ça fait autant mal que fois 1? J'en sais rien. Et puis on avance beaucoup sur les alternatives à l'extensiline, qui est le même traitement depuis 70 ans, avec la question de la ceftriaxone. Et je ne vous cache pas que là, on a fini des études sur les syphilis, donc on n'inclut plus. Et grosso modo, une neurosyphilis, on risque de faire de la ceftriaxone dans nos conseils et nos avis. Ne soyez pas étonnés, il y a plein de données pour. Toutes les recos des IST ont redit qu'est-ce que c'est qu'un partenaire à risque. Alors, pour la syphilis, ils ont fait un truc hyper compliqué. Bon, essayez de faire ça. Moi, je fais remonter dans le temps chronologique le plus loin possible. Et quand même, pour la ville et vos responsabilités, un partenaire de les moins de 6 semaines au diagnostic doit être traité sans attendre. Extensiline, une dose. OK. Bon, je ne le fais pas toujours moi-même parce que je les suis et j'essaye de les emmener vers une prévention durable qui s'appelle la PrEP et compagnie, les vaccins répétés, etc. Et les recos permettent le traitement comme ça, préemptif, jusqu'à 12 semaines, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'équipes font 6 semaines et les recos nous laissent le choix entre les deux. Gono, pas de scoop, c'est ceftriaxone 1 gramme, oubliez le 500 mg, c'est 1 gramme et on ne jette pas le reste. Et c'est l'IM qui est encore en numéro 1. Alors nous, en fait, on fait beaucoup d'IVD, mais faites de l'IM si c'est très bien. Il y a probablement un peu de différence d'habitude de l'IVD entre infirmière libérale et une infirmière de Cégide qui fait que ça toute la journée. Donc voilà, il y a pas de problème avec ça. Dans les questions que vous me posez souvent, il y a le test of cure. Donc, est-ce qu'on refait des tests pour vérifier la guérison? On n'en fait pas, hein. C'est la guérison qui est rapide. Et il y a plein de papiers qui montrent, c'est en quelques heures, hein. C'est la même évolution qu'une cystite, hein. On parlait de 48-72 heures, la réévaluation, hein. Là, le lendemain, c'est bien. Et d'ailleurs, dans ma prise en charge syndromique devant une urétrite, la doxy est à débuter le lendemain s'ils ne sont pas encore guéris. Comme ça, ça m'évite de la doxy. Le traitement du chlamydia, il n'est pas systématique. Le dépistage, c'est 6 mois quand on est asymptomatique, mais c'est 14 jours devant une urétrite. OK. Et le traitement systématique, c'est si on est à moins de 14 jours du diagnostic. C'est grosso modo l'incubation maximale du gonocoque. Il y a une exception en termes d'éco-résistance, je vous en ai déjà parlé si je me souviens bien. C'est tout ce qu'ils appellent l'Asie-Pacifique. Alors, c'est une question très difficile à poser en interrogatoire, ce que j'appelle le sexe international. Ils me regardent avec des grands yeux. Et puis après, je leur explique pour voir si ça colle. Et dans ces cas-là, il y a un gros risque de résistance. Donc, il faut une culture avec un antibiogramme. Il faut ajouter les 2 grammes d'azithromycine en plus de la ceftriaxone pour éviter la circulation d'une souche. C'est déjà rentré une fois, on s'en est débarrassé, on ne veut pas que ça revienne. Il faut cette fois-ci un contrôle de guérison à J14. Pour le chlamydia, vous oubliez l'azithromycine. Il faut vraiment être dans une situation de précarité et d'inobservance attendue pour pouvoir encore faire l'azithromycine. Et passer le message, je vois encore trop d'azithromycine prescrit par la ville. Ça marche un peu moins bien et puis on fait des dégâts sur le mycoplasme.
Donc c'est 7 jours. Et s'il y a une suspicion d'IGH, je vais très facilement le 10 jours, hein. Je ne fais pas forcément l'examen gynécologique. Et si c'est une IGH compliquée, c'est 14 jours. La LGV, vous savez, la maladie de Nicolas Favre, il faut un anus qui souffre. Et donc on le voit beaucoup dans le monde ACHH. C'est exceptionnel. Il y a eu 2 cas l'année dernière, enfin en 2023, de LGV chez des femmes. Ça doit circuler un petit peu. Voilà. Et actuellement, à Rennes, il y a très peu de LGV qui circulent, hein. 0 cas l'année dernière au Cégide, alors qu'on en avait auparavant. Pas de contrôle de guérison, enfin, vous oubliez les contrôles de guérison, mais là, pour la fertilité des femmes, ils ont bien mis qu'il fallait un dépistage à 3 à 6 mois après le diagnostic. OK? Et moi, j'ai envie de dire, si c'est migrant ou vulnérabilité, n'hésitez pas à pousser sur la PrEP et à réévaluer après. OK. Et si on veut absolument faire un test of cure, parce que ça évolue mal, parce qu'il y a une suspicion de LGV, le DU, c'est pas un problème. C'est à S4 qu'il faut faire le test. Et les partenaires, c'est les 6 derniers mois et on traite systématiquement si c'est moins de 14 jours. Il y a des super recos sur l'herpès génital que je vous invite vraiment à lire, que je ne développe pas parce que sinon j'allais me perdre. Déjà, je pense que je suis en train de prendre du retard. Des petits trucs. Dans la récurrence, et bah elle est ici la récurrence, c'est 2 grammes matin et soir sur 24 heures de Zélitrex. Ok, c'est pas du tout ce qu'on a appris. Les posologies, par exemple chez la femme enceinte, il y a un schéma sur 3 jours dans le traitement curatif des récurrences. Pareil, il y a des traitements la prévention. Et pour les amateurs de phytothérapie, l'aloe vera est recommandé dans l'herpès génital. Ok, ce qui est quand même une preuve d'ouverture avec des auteurs qui reconnaissent qu'ils savent ni la dose ni la meilleure marque. Et moi non plus. Il faut que j'essaye. Trichomonas, vous ne traitez que les symptomatiques. Ça entérine le fait que les hommes peuvent avoir des urethrites à trichomonas. C'est très rare, mais en fait, ça existe. On en a eu 2 là, en 2024. Vous oubliez la dose unique, comme l'azithromycine contre le chlamydia, bah, le flagyl en dose unique est vachement mis en retrait parce qu'on a des rechutes. C'est le flagyl 7 jours à 500 mg x 2. Sur les morpions, j'avais pas grand-chose à dire. Bon, voilà, c'est écrit, il y a plein de petits trucs à lire le jour où ça vous arrive. Et sur le condylome, c'est très bien fait si c'est une problématique pour vous. Il y a un super schéma. On ne comprend rien quand on le regarde, mais si on a lu le texte et qu'on lit le schéma après, le schéma devient très précieux. Donc c'est un temps de travail personnel que je vous invite à prendre. Last but not least, le mycoplasma. C'est celui qui vous pousse aussi et à moi également. Donc ça entérine bien qu'on ne traite que les symptomatiques et ça demande un truc qu'on ne sera pas capable de faire dans la vraie vie, c'est de d'abord chercher chlamydia gono devant un symptomatique et chercher le mycoplasme que si chlamydia gono est négatif. Bon, c'est pas logique parce qu'ils disent qu'il faut traiter sans attendre s'ils sont symptomatiques. Donc là-dessus, mais c'est pour bien mettre dans la tête qu'on ne traite que les symptomatiques. Et c'est bien écrit que parcours PMA, bah oui, si vous voulez le faire, mais plutôt pas faire. Voilà, on ne fait pas et si, et si, et si, et donc je prescris. Essayez de ne pas prescrire parce qu'on est en train de perdre nos munitions contre le mycoplasme au fur et à mesure, en particulier l'azithromycine. En 20 ans, on est passé de 10% à 60% de résistance aux macrolides. Et je vous ai donné les données 2023 où on a testé notre nouvelle kit de résistance comme le CNR a arrêté de nous le faire. Donc sur 100 mycoplasmes, on en avait 50 où il n'y avait même pas assez de mycoplasmes pour l'analyser. Donc je pense que c'est du faux diagnostic. Et ça, vous ne l'entendez pas assez, mais parce que la PCR est plus, c'est pas pour autant qu'en fait, il y a vraiment la bactérie complètement là. Euh, c'est comme dans les enquêtes de police. Et donc, sur nos 100 testés, on n'en a que 6 qui sont sensibles aux macrolides. OK. Alors, je ne peux pas le clamer haut et fort, mais je le fais quand même. Je me demande, on nous laisse la possibilité dans les recos de placer la moxifloxacine en premier. Et il va falloir j'apporte des données scientifiques pour savoir si à Rennes, il ne faut pas faire moxifloxacine en premier. OK. Parce que du coup, il y en a 87% des souches testées avec un résultat où ça ne marche pas. J'ai un petit biais parce que vous m'envoyez au Cégide ceux chez qui ça ne marche pas. En tout cas, il y en a pas mal qui finissent jusqu'à chez moi. Et le schéma de traitement, ça a changé.
Donc, on essaye d'être raisonnable en antibiotiques. Donc, s'il faut absolument mettre quelque chose, on met de la doxycycline pendant 7 jours. OK? Moi, je faisais 14 jours parce que j'ai un test tous les 15 jours pour avoir les résultats. Mais du coup, je vais respecter mes recos, je vais passer à 7 jours. Et je vais demander au labo de faire plus souvent les tests de résistance. Euh, donc ça, en fait, ça permet de casser l'inoculum et de contrôler les symptômes. Ça marche très bien sur le contrôle des symptômes, mais le taux de guérison n'est que de 40%. Donc, c'est pas suffisant. OK? Et ensuite, dès qu'on a nos résultats de résistance, et le recours précise qu'on peut attendre quelques jours sans rien, c'est pas très grave. Le mycoplasme, c'est un gros balourd qui se multiplie pas très vite, hein. C'est pour ça qu'il s'appelle plasme. Il n'a pas de paroi, il a oublié plein de trucs. Euh, Si c'est sensible, c'est plus le même schéma thérapeutique que 2016. Donc, c'est 2 grammes sur 3 jours en un, puis après un demi, un demi, un demi. Euh, Si c'est résistant, c'est moxifloxacine. Et vous n'aurez pas le test de sensibilité à la moxifloxacine. On est déjà à 20% de résistance, tout patient confondu, hein. Si on va dans les facteurs de risque, ça va être plus haut. Donc 400 mg par jour pendant 7 jours. Et il n'est pas nécessaire de faire un électrocardiogramme pour ce traitement-là. OK? Même les infectiologues, on hésite un peu. Je sais pas, il me met fin de diaporama, j'ai dû cliquer. Ah bon, bah, c'est mieux. Euh, OK. Si on a fait azitro et que ça marche pas, on passe à Moxiflo. Euh, et si on est ici, donc ça, les symptômes persistent, alors qu'on a fini une cure de Moxiflo, eh ben, il faut demander la recherche de résistance. Et ce que je vous propose, c'est de me l'envoyer à ce moment-là et pas demander la recherche de résistance et me les recevoir après parce que je ne savais pas quoi décider. Ça ira bien plus vite pour moi d'envoyer le truc à Bordeaux parce que les labos privés envoyés à Bordeaux à leurs frais, ils vont vous le dire peut-être une fois, mais pas deux. OK. Donc en fait, ici, la vraie case pour la place Rennes, c'est Cégide ici. Et c'est fait aux frais du Cégide pour tout le monde. Et rapidement, hein, je m'engage à aller voir rapidement. Voilà le tour d'horizon du printemps dans les IST.